on a tout à faire quand même, quoi qu'il nous arrive dans la vie, pour essayer de travailler à pas rajouter de la souffrance à la douleur, encore une fois. Et si on constate que ça commence à être le cas, qu'à un moment donné, puisque on passe dans le monde des lucides, on prend conscience que là, peut-être qu'on pourrait se dédouaner d'une partie de la souffrance, c'est-à-dire qu'il y a peut-être de la souffrance qu'on se rajoute nous-mêmes à ce qui nous arrive déjà, qui est déjà difficile. Dans ce cas-là, ouais, effectivement, le fait de rencontrer un psy, ça peut être intéressant, mais parfois c'est juste une consultation ou deux. Bonjour, je suis Delphine Rémy et je vous accueille sur le podcast Naître princesse, devenir guerrière. Le podcast qui parle de coups durs, de rebonds et de la maladie autrement. Vous entendrez ici des personnes inspirantes, des médecins, des experts, des philosophes qui, j'espère, vous feront du bien. Vous entendrez aussi des hommes et des femmes, comme vous, comme moi, des super princesses et des héros du quotidien qui gèrent et qui galèrent, comme vous, comme moi. Ils s'écroulent parfois et ils se relèvent. Quelle joie j'ai eue d'interviewer Giacomo Di Falco, oncopsychologue et hypnothérapeute. De l'interviewer 3 fois même, puisque nous avons décidé de faire une petite série de 3 podcasts dont voici les intitulés. À quoi sert un psy ? Un autre regard sur la vie ? Les angoisses sont-elles une fatalité ? En réalité, on a parlé de bien plus que ce que les titres disent. Un échange cœur à cœur autour de sujets qui nous concernent tous. Focus sur le premier. À quoi sert un psy ? Les psys sont pour les fous, non ? Heureusement, on n'entend plus trop ça. Qu'est-ce qu'un psy en 2023 ? Honnêtement, à quoi sert un psy ? Est-ce qu'il va changer ce qui m'arrive ? Giacomo nous donne quelques pistes de réflexion. Avec l'annonce de la maladie, ou de toute autre épreuve de la vie, notre système de croyance a tendance à être ébranlé et à parfois même totalement s'écrouler. Un psy peut nous aider à mettre des mots sur ce qui nous tourmente et à travailler sur ce qu'on pense de ce qui nous arrive. J'ai bien dit sur ce qu'on pense de ce qui nous arrive. C'est très important car notre monologue intérieur peut être très doux et nous apaiser, mais il peut aussi être violent et nous tourmenter. Est-ce que mes croyances me donnent des ailes ou au contraire me plombent l'existence ? Je n'ai aucun contrôle sur les événements extérieurs, mais suis-je obligée de les subir ? Il nous est possible de voir les choses autrement, de travailler sur nos pensées, en ne niant bien sûr jamais la difficulté du réel. Nous avons parlé d'éviter d'ajouter de la souffrance à l'épreuve, du changement petit à petit de notre système de croyance, du regard sur les choses, de remettre les patients dans la vie, d'être capable de vivre sans désespoir, sans y sombrer, mais de voir cette petite lumière qui va nous remettre dans la vie. Nous avons parlé d'espoir. Bref, un échange chaleureux qui, j'espère, vous fera du bien. Je vous souhaite une bonne écoute et je me réjouis déjà de vous retrouver dans quelques jours, dans l'épisode suivant, un autre regard sur la vie. Bonjour Giacomo. Bonjour Delphine. Merci 1000 fois de m'accueillir chez toi. Alors, je vais quand même te dire un truc un peu rigolo parce que quand je suis arrivée vraiment à l'entrée de l'île, boum, il y a eu un mur de pluie, donc je me suis sentie complètement comme dans le film des Ch'tis. Ce n'est donc pas une légende. Pourtant, je viens du Nord, donc tu vois, mais il faisait très beau à Bruxelles. Bon, là maintenant, voilà, ça se calme et je suis hyper contente. On va passer un petit peu de temps ensemble pour enregistrer 3 podcasts. On a décidé des petites trames, mais je suis un peu en freestyle aussi parce que je pense que tu vas me surprendre. Donc le premier, on a décidé ensemble, à quoi sert un psy ? Voilà, plein de questions pour toi. Le deuxième, un nouveau regard sur la vie. Ça, c'est clair que quand on a été touché par une épreuve, voilà, on a un nouveau regard sur la vie. Alors, il n'y a pas longtemps, on en parlera, j'ai posté un post où je parlais de l'injonction à faire quelque chose d'extraordinaire de sa maladie, qu'il y avait beaucoup de personnes qui entendaient dans l'entourage « Alors, qu'est-ce que tu vas faire de ta maladie maintenant ? Tu as trouvé une nouvelle voie ?» et que c'était parfois très difficile, vu comme une injonction. Les injonctions sont difficiles à vivre en général. Voilà, toujours. Et puis, troisième partie, les angoisses, la mort, les angoisses de mort. Et donc, à quoi sert un psy ? Alors, je vais d'abord te demander de te présenter, d'abord. Oui. Qu'est-ce que tu as envie de dire sur toi, ta profession, et puis d'autres choses aussi ? Alors, je m'appelle Giacomo Di Falco et je travaille au CHU de Lille depuis 2005. Je suis arrivé un peu par hasard en oncologie parce que j'ai fait mes études de psy à Lille. Et puis, j'ai eu la chance d'avoir des mentors. Tu sais que c'est une chance d'avoir des mentors.
Et c'est eux qui m'ont mené petit à petit vers ce champ d'activité. Et là, j'ai découvert quelque chose d'assez fabuleux parce que pour un psy, finalement, je me suis mis à rencontrer des gens qui n'avaient pas de pathologie. C'est-à-dire pas de pathologie mentale. C'est-à-dire que, tu vois, les psys, généralement, quand tu fais tes études, tu t'imagines que tu vas suivre des schizophrènes, des psychotiques, voire des psychopathes, un peu comme dans les films, tu vas faire de la criminologie, etc. Et moi, j'arrivais et finalement, je me suis retrouvé dès le départ avec des gens qui n'avaient pas de pathologie mentale, mais qui avaient vécu un accident de la vie, quoi, voilà. Et en fait, tout de suite, ça m'a fasciné. Parce que déjà, je me suis dit, mais c'est moi qui pourrais être en face. Et c'est vrai que c'est assez vertigineux et ça m'a embarqué. Et ça va faire bientôt 20 ans que je fais ça et ça m'embarque toujours autant. Et donc, c'était un stage dans le cadre de tes études, quoi. C'est ça, ouais. Et c'était vraiment... alors, au CHU, donc il y avait aussi cette activité hospitalière qui me plaisait beaucoup. Donc, là où tu es maintenant, en fait, là où je suis maintenant, ouais. J'ai pas bougé. Dans le même... Mais non, mais parce que, en fait, la mission... qui m'était donné de travailler dans la fonction publique aussi, hospitalière. C'est quelque chose que je trouvais il y avait quelque chose d'assez fort dans ça, qui me plaisait beaucoup. Et puis aider les gens dans cette phase de leur vie, etc. C'est les accompagner, et puis éventuellement aussi, tu sais, les coacher un peu, parce qu'on a besoin quand on se prend une enclume sur la tête, effectivement, parfois on a besoin de quelqu'un qui nous tende une main. Et j'aimais bien faire ça. Et il y a eu un moment qui a beaucoup marqué... ce chemin-là, pour moi, c'est quand j'ai été formé à l'hypnose. Parce que ça, j'ai envie d'en parler aussi, parce que quand même, j'invite tous ceux qui le souhaitent à faire de même, même ceux qui ne sont pas psy, parce que je trouve qu'il y a quelque chose, une hygiène de l'esprit dans la logique de l'hypnose qui est très intéressante. Et comme j'aime le dire souvent, ça a changé ma propre vie avant de changer ma pratique de psy. C'est-à-dire l'hypnose. Que ce que j'ai entendu dans les formations, alors j'ai été formé en Belgique d'ailleurs, à Tournai. Oui. Ouais. Ah oui, dans un endroit fabuleux qui s'appelle l'Espace du Possible, pour ne pas le citer, où j'ai fait de très belles rencontres aussi, de gens qui m'ont vraiment ouvert les yeux sur certaines choses que j'avais jamais envisagées avant, notamment dans l'hypnose justement. Et quand j'ai compris ce que ça modifiait dans ton rapport avec l'autre, avec un grand A, en fait, ça a changé d'abord ma vie et ça m'a permis d'expérimenter ce que moi-même j'allais proposer ensuite aux patients. Alors, c'est toujours les cordonniers les plus mal chaussés, comme on dit, mais quand même, à un moment donné, quand tu aides les gens, je pense qu'il faut savoir t'aider toi-même. Et du coup, parfois, ils voient de quoi tu parles. Quand tu leur parles de quelque chose, ils voient que c'est pas de l'esbrouf, c'est pas quelque chose que tu es en train de réciter. Tu leur parles de quelque chose de très pragmatique et ça se passe vraiment entre deux personnes, dans le moment, dans le présent. Et effectivement, il n'y a pas grand-chose à faire finalement quand tu rencontres quelqu'un. Il n'y a pas de technique particulière. Ça, c'est aussi un truc qu'on m'a enseigné en hypnose. C'est le patient qui nous enseigne la technique. Et ça m'a bouleversé. Parce que je me suis dit, effectivement, comment on peut penser à un moment donné qu'on va rencontrer quelqu'un et avant même de l'avoir rencontré, savoir comment on va faire avec lui. C'est pas possible. Donc, il faut se laisser guider par tout ce qui se passe là, maintenant. Et pas se faire trop d'a priori sur comment les choses vont se passer par la suite. Tu l'appliques tout le temps, l'hypnose, avec tous les patients ou pas spécialement ? En fait, c'est ce que je suis maintenant. Donc même, je l'applique dans ma vie, si tu veux, le plus possible. Parce que moi, comme tout le monde, j'angoisse aussi. Ça m'arrive, évidemment. Tu sais, les psys qui angoissent, c'est une réalité. Oui. Comme tout le monde. Mais du coup, j'essaie d'y faire quelque chose aussi. Donc je l'applique pour moi. Et le fait de pouvoir aider les gens à essayer de changer ça, à essayer de se rassurer eux-mêmes, à essayer de trouver... Donc, l'auto-hypnose alors, plus, oui. Ça peut être de l'auto-hypnose, oui, effectivement, parce que ça concerne des choses qu'on se dit à soi-même, bien souvent. Mais est-ce que tu nous en parleras plus dans l'épisode 3 de l'hypnose ou... Oui, tu vas voir que... J'aimerais bien au cours des 3 épisodes, je vais en parler régulièrement. D'accord, bon, ça c'est super. Alors, bon, on s'est dit qu'on allait avoir un temps pour les 3 épisodes. La question, à quoi sert un psy ? Et je rajoute, ça c'est une petite surprise pour toi, est-ce que ça doit toujours être un psy en fait ? Très bonne question. J'étais justement en off en train de te parler de ce film Je verrai tous les visages. Oui. Et dans le film, elle parle d'un ami payant. Tiens, c'est marrant ça. Je trouvais ça hyper mignon. Oui, un ami payant. Oui. Et est-ce que ça doit toujours être un psy ? Alors évidemment, un oncopsy, c'est génial parce que quelque part, il a l'expérience du cancer. Est-ce que le psy, je mets entre guillemets, est-ce que ça peut être, je sais pas moi, un coach ? Est-ce que tu peux nous expliquer, voilà, à quoi sert un psy ? Okay. Pourquoi un accompagnement psychologique ?
Voilà, et comment a évolué la psychologie, la psychiatrie, la psychanalyse, enfin tout ce que tu penses. Et alors, tu m'avais dit un psy en 2023. C'est quoi, en fait ? Oui. Bah, c'est pas pareil qu'un psy à Vienne en 1920 déjà. Ça, c'est pour la psychanalyse, tu vois. Mais en effet, cette question, à quoi ça sert un psy ? C'est important pour moi parce que finalement, c'est la question que j'entends le plus souvent dans la bouche de mes patients. C'est-à-dire que quand on leur annonce qu'ils ont un cancer, effectivement, dans un premier temps, ils peuvent se dire, et à raison, qu'est-ce que ça va changer un psy dans ce qui m'arrive ? Et effectivement, c'est une question qui se pose. Parce que moi, je ne vais pas changer du tout la situation. La situation reste la même. Mais on voit bien que dans nos vies à tous, il y a toujours un moment où on va interpréter une situation. Comme disait Épictète, tu sais que j'aime beaucoup les philosophes. On va la citer, parce que je tiens à dire quand même que Giacomo a choisi une citation par thème. Bon, tu la connais par cœur ? Oui, j'essaie de l'appliquer à moi-même. Ce ne sont pas les événements qui nous perturbent, c'est ce qu'on en pense. Voilà. Et effectivement, il y a quelque chose d'un levier très puissant là en psychologie, parce que, si tu veux, il y a beaucoup de choses qui se passent dans notre tête. C'est-à-dire qu'il y a la réalité des choses, les événements, qu'on ne maîtrise pas, surtout. Qu'on ne maîtrise pas, parce qu'en fait, tout peut arriver à tout moment, en fait. Donc, l'épée de Damoclès dont on me parle si souvent, elle est là à partir du moment où on est. Ça, c'est clair. Donc, tout peut arriver, mais par contre, la seule chose qu'on peut maîtriser, c'est ce qu'on pense de ce qui nous arrive. Et ça permet, tu vois, d'agir là-dessus, ça permet d'éviter d'ajouter de la souffrance à la souffrance. Il y a certaines personnes même qui disent d'éviter de la souffrance à la douleur. Parce que la douleur, elle existe évidemment quand on t'annonce que tu as un cancer, etc. Évidemment, il y a de la peur, il y a de l'angoisse, il y a parfois de la culpabilité. Enfin, il y a une éruption émotionnelle. L'annonce, c'est ça. C'est vraiment une éruption émotionnelle avec presque une destruction du système de croyances individuelles. Enfin, tout se refait. Et c'est ça qui provoque aussi cet état un peu de sidération, tu sais, dont on parle. Cette impression qu'on a d'être un peu ailleurs. Parfois aussi d'oublier souvent ses clés un peu partout pendant cette période post-annonce là, c'est parce qu'en fait on a reçu un choc psychologique, un vrai. Donc celui-là il existe et donc c'est la réalité. Maintenant, après cette douleur-là qui existe, comment on peut faire pour apaiser un peu la souffrance qu'on pourrait rajouter à cette douleur-là ? Par exemple en se disant des choses à soi-même du style... Là, j'entends, mais d'habitude, après combien de temps tu commences à aborder cette question de changer ses croyances ou de se parler autrement ? Parce que les gens sont quand même dans un état de choc. Et puis, il y a des gens qui ont cet état de choc un peu plus longtemps, en fait. Alors, déjà, je laisse vraiment la liberté aux gens de faire le choix de me rencontrer ou non. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont informés du fait qu'il y a un psychologue dans le service. Mais je ne vais pas leur imposer une consultation psy, parce que ça n'aurait pas de sens. Okay. On ne peut pas imposer un truc comme ça à quelqu'un s'il n'est pas OK, quoi. Donc, par contre... C'est une demande. C'est une demande, c'est vraiment la demande. C'est très important de faire comme ça, surtout dans un parcours qui s'annonce où les gens vont avoir parfois le sentiment qu'ils ne choisissent rien. Donc ça, c'est très important. C'est vraiment l'impression que les gens ont, parce qu'on a notre agenda de ministre avec les chimios, les trucs, on choisit rien. Voilà. Et puis en plus, c'est un sacré parcours parce qu'il y a quand même les examens, il y a les chimios, il y a un agenda qui commence à se remplir où les gens ont l'impression de se sentir presque un peu dépossédés de leur vie à un moment donné. Et ça, en fait, il ne faut pas contribuer à ça par notre façon de faire. Tu vois ? Ça, par exemple, c'est de l'hypnose. Qu'est-ce qu'on suggère par notre comportement ? Tu vois ? Bon. Eh bien là, moi, ce que je veux, c'est que les gens soient au courant que s'ils veulent voir un psy, ils peuvent le voir, mais je ne vais pas leur imposer ça. Et chacun son temps. Il y a des gens qui vont vouloir en voir un tout de suite, après l'annonce. Ok. Il y en a qui vont me dire je le note, mais pour l'instant, je ne vois pas à quoi ça sert un psy, alors on verra plus tard. Oui. Et parfois, c'est 1 mois, 3 mois, 6 mois. Parfois, il y a des gens, c'est au bout d'1 an. Et puis parfois, c'est au bout de 2 ans et qu'ils demandent à me voir. Et là, on se voit très régulièrement parce qu'à ce moment-là, ils ont besoin de quelque chose. Voilà, ils ont besoin de quelque chose qui est pragmatique. Ok, donc ils ont souvent une question en fait particulière. Ça peut être une question de vie, quelque chose qui circule un peu depuis un moment dans leur tête, dont ils savent pas trop quoi faire. Puis à un moment donné, ils se disent tiens, je vais peut-être en discuter avec le psy pour voir où ça mène. Oui, mais j'imagine que alors peut-être notre génération. Enfin, quoi qu'il n'y a pas que des gens de 40 ou 50 ans qui sont malades, mais j'imagine qu'il y a plein de gens qui n'avaient jamais vu de psy. Bien sûr. Et donc, ils ne savent peut-être même pas... Toi, si je te demande de répondre à la question « À quoi sert un psy ?» Qu'est-ce que tu réponds là ? Je vais dire à rien. Giacomo. À rien si on ne le croit pas vraiment que ça peut nous aider.
C'est-à-dire que il y a quelque chose qui est important aussi pour moi, c'est de bien reconnaître l'importance du corps et de l'esprit et l'union entre les deux. C'est-à-dire qu'en fait, la médecine, le cursus médical en oncologie, c'est quand même beaucoup le corps. C'est-à-dire qu'on se concentre beaucoup sur le corps. Et parfois, on néglige un peu, mais de moins en moins. Hein. C'est pour ça qu'un psy en 2023, c'est plus tout à fait comme un psy il y a 100 ans. De plus en plus, on comprend que l'état psychologique va influer sur l'état du corps. Et ça paraît logique, hein, on le sait tous un peu, mais maintenant, ça commence à être démontré par des études assez solides, et il y en a de plus en plus, au croisement justement de l'hypnose, des neurosciences et de la médecine. On comprend que, par exemple, si tu fais une dépression à un moment donné pendant ton parcours de soins contre le cancer, ça ne va pas vraiment améliorer ton parcours, évidemment. Et là, ça se traduit par quoi, par exemple? Ça peut se traduire par une dépression du système immunitaire, ce qui ne va pas arranger les choses. Oui. Voilà. Les troubles du sommeil. Voilà. Alors, il ne faut surtout pas culpabiliser en disant il ne faut surtout pas que je déprime, il faut surtout pas que je déprime. Non, au contraire. Comment on fait pour éviter de sombrer dans la dépression? Déjà, en acceptant la tristesse, plutôt qu'en essayant de la fuir. Parce que, en effet, accepter une émotion comme la tristesse et ne pas la fuir, ça permet de la traverser. Oui. Plutôt que de la laisser à distance en permanence. Et c'est ça qui peut amener à l'augmenter. Parce que l'esprit, évidemment, dans tout ça, il existe. Et que l'esprit, qu'est-ce qu'il fait? Il se représente, il anticipe, il reste coincé dans le passé, parfois il va dans le futur. Il est très rarement dans le présent. Et finalement, tu vois, l'imagination, qui est aussi une des dimensions de l'esprit, notre imagination est débordante. Même les gens qui croient qu'ils n'ont aucune imagination en ont en fait une énorme. La preuve, c'est qu'on est capable, on en reparlera dans le podcast sur les angoisses, on est capable de dresser 10 scénarios en même temps sur comment les choses doivent mal se passer. Surtout mal se passer, en fait. Oui, c'est souvent ça, évidemment. C'est à ça que ça peut servir un psy, justement. Oui. C'est faire prendre conscience aux gens qu'en fait, ils pourraient en être autrement, qu'ils peuvent très bien changer leur état d'esprit, leur mindset, comme on dit parfois un peu de façon moderne, parce qu'on peut travailler sur ce qu'on pense, on peut travailler sur notre esprit. Il n'y a aucune fatalité. On n'est pas censé souffrir, rajouter de la souffrance à la souffrance. On n'est pas obligé de subir non plus ce qu'on pense. Parce qu'en fait, s'il y a quelque chose qui nous appartient, c'est bien ce qu'on pense, malgré tout. Tu vois. Les événements, on en revient à Épictète, les événements ne nous appartiennent pas. Ils sortent de notre contrôle. Mais si on comprend ça et qu'on arrive à tourner une page sur cette histoire de contrôle des événements, là, on récupère un pouvoir absolument fabuleux sur ce qu'on pense. Et on peut travailler sur ça plutôt que de se heurter en permanence à la fatalité, à cette impression que les événements sont contre nous. J'entends parfois même des patients me dire « je suis maudit, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça ?» etc. Mais en fait, ces questions n'ont pas de réponse. Oui, j'aime bien que tu prennes des exemples en fait, de ça, justement. Donc là, tu vas travailler avec les patients. Première étape, d'accepter toute cette tristesse, cette colère, et puis de petit à petit commencer à changer le système de croyances. Ouais, qui se change tout seul, à vrai dire, déjà. Et ça, en fait, ce qui fait mal, parfois, c'est le fait de résister, entre guillemets, à ce changement. Parce que quand on t'annonce une nouvelle comme celle-là, évidemment que la vie change. Évidemment que la vie change. Ça ne veut pas dire qu'elle va être moins bien qu'avant, parce qu'elle peut être aussi 3 fois plus intense, voire même plus encore, j'ai déjà vu ça. Tu sais, il y a une question que j'entends souvent, c'est « pourquoi moi ?» Pourquoi moi c'est légitime comme question quand on pense toute sa vie, et comme 99,9% d'entre nous, que ça n'arrive qu'aux autres, ces histoires-là. Non, en fait, on découvre avec l'annonce que ça n'arrive pas qu'aux autres, mais ça peut changer beaucoup de choses dans notre vie. On en parlera dans le podcast numéro 2. Oui. J'aime beaucoup, je commence à appeler les gens que je suis les lucides maintenant. Ah. Parce que y a quelque chose de ça. C'est un beau mot, ça. Oui, il y a lumière dedans. Oui. Et effectivement, il y a quelque chose de ça, c'est-à-dire que moi-même, j'ai du mal maintenant avec certaines personnes qui n'ont pas eu cette expérience-là, finalement. Enfin, j'ai l'impression que je ne sais pas si tous mes amis dans l'avenir seront des gens qui ont eu cette expérience, ou en tout cas ce type d'expérience. En tout cas, c'est une épreuve qu'on ne peut pas rejeter. Il y a des épreuves dans la vie que parfois on étouffe ou on laisse entendre que ça n'existe pas, etc. Mais celle-là, on ne peut pas la rejeter. Oui. C'est très brutal. Ça, c'est clair que le choc de l'annonce, c'est celui-là. C'est la brutalité d'un truc pareil, quel que soit l'âge d'ailleurs, auquel il se produit. Mais il y a vraiment ce truc d'éveil. Ça peut être une sorte d'éveil aussi. Je vois bien que je suis sur la même longueur d'onde que les gens que je rencontre, parce que tôt ou tard, ils le comprennent, et tôt ou tard, ils parviennent à continuer de vivre, tu vois.
Parce que ça, en fait, il y a une phrase que j'aime beaucoup, tu sais, que je t'ai pas dite tout à l'heure. C'est une phrase en napolitain, en tu voulais italien. me le dire, Oui. C'est une phrase que j'aime beaucoup et elle m'a été donnée il y a pas si longtemps que ça, parce que bon, moi j'aime bien Blaise Pascal aussi, par exemple, comme philosophe. Tu sais, le Paris de Pascal, j'aime beaucoup la logique de cette histoire-là. C'est vieux aussi, hein, ça a plus de 400 ans, 450 ans. Pascal disait l'espoir est un pari qu'on ne perd jamais, parce que tu peux pas vivre sans espoir déjà. Et puis maintenant, à la lumière des neurosciences, encore une fois, on sait qu'un cerveau qui est en configuration d'espoir vit mieux, s'adapte mieux, etc. Et ça ne veut pas dire que quand on n'a pas d'espoir, c'est pas bien et qu'il faut surtout pas, il faut s'autoflageller, tu vois, etc. Non, pas du tout. Encore une fois, il faut vivre son désespoir pour pouvoir retrouver l'espoir. Il disait aussi après la pluie, le beau temps. Ce fameux truc, tu vois. Ouais. Puisque tu es arrivé, regarde, il y a un rayon de soleil qui commence à arriver. Tu es arrivé avec un rideau de pluie et après, il y aura du soleil. Donc, il y a cette phrase en italien qui dit, et que j'adore, qui dit... Je vais la noter. L'esperanza è la ultima cosa che muore. Ça veut dire l'espérance est la dernière chose qui meurt. Il y a des phrases comme ça qui sont puissantes parce qu'en fait, c'est pas la peine de faire de longs discours parfois pour comprendre exactement là où on veut en venir. Et c'est bien de ça dont on parle avec les gens que je rencontre. Bon, c'est vrai que médicalement parlant, les gens ont été vus par des médecins, des oncologues, etc. et qui sont tous arrivés, même s'ils sont très humains, tous ceux avec qui je travaille, je les aime beaucoup, ils mettent beaucoup de cœur dans ce qu'ils font. Mais ils ont une formation très scientifique, trop peut-être, parce que la médecine n'est pas une science exacte, qu'on le veuille ou non. Hein. Jusqu'au début du XXe siècle, pour être médecin en France, il fallait faire des études littéraires. Mine de rien, c'est pas si vieux. Et on donne cette impression aujourd'hui que la médecine est une science exacte, alors qu'en fait, qui peut savoir l'avenir d'une personne ? Personne. Bah, tu as un bon exemple. Hein, tu vas nous raconter là, le monsieur avec l'accordéon. Ah bah absolument. Ah oui, oui. Tu veux que je le raconte là maintenant ? Ben, je sais pas, on va la garder à temps parce que peut-être. Tu vois, ça fait déjà 20 minutes qu'on. Ah oui, tu vois ça aurait été plus facile de faire un grand podcast de 2 heures, tu vois. Peut-être. Bon, on va garder l'histoire de. On dit un accordéoniste. Ouais, voilà. Pour un autre podcast. Elle est juste magique, hein, quand même. Et est-ce que tu as une autre histoire à nous raconter pour illustrer en fait à quoi sert un psy ou remettre aussi les patients dans la vie, puisqu'on parlait de ça? Oui, j'ai l'impression qu'il y en a 1000. J'en ai 1000 en tête, mais il y en a quand même qui résonnent particulièrement avec moi. Je repense à une dame que j'ai vue il y a quelques années qui est arrivée pour sa première cure de chimio. Et en fait, elle demande à me voir. Donc, c'est quelqu'un là, qui demande à me voir lors de sa première cure. Bon. Ouais. Et en fait, donc, comme c'est le patient qui nous enseigne la technique, je ne sais pas à qui je vais avoir affaire, évidemment, comme je te disais. Donc, j'essaie de rester naïf. Ça aussi, c'est assez important en général. Pour un psy, mais pas seulement, je crois. Pas de préjugés, ouvert. Essayer de ne pas juger, voilà. Donc, cette dame, je la rencontre et je constate tout de suite qu'elle a un look particulier. Elle a vraiment un look. Et visiblement, c'est important pour elle parce qu'il est soigné, son look. Elle adore le mauve ou le violet. J'ai jamais fait trop bien la différence entre les deux. Mais bon. Alors, elle a une petite 60aine d'années. Elle a les cheveux teints en mauve. Elle a un pull mauve, un pantalon mauve et des chaussures mauves. Donc, je pense que le mauve est sa couleur préférée. T'as vu ? Je suis psychologue, c'est un métier. Hein. Et donc, on discute, etc. Et puis, elle a un peps assez phénoménal. Elle arrive pour sa première cure, vraiment, on sent qu'elle a envie d'y aller. Voilà. Ouais. On sent qu'elle a envie d'y aller. Elle a un peps, vraiment. On sent que c'est une femme qui a une histoire de vie parce qu'on sent que c'est quelqu'un de très indépendant, etc. Bon. Donc, très belle rencontre, hein, comme souvent. Et puis, les semaines passent. Pourquoi elle avait demandé de te rencontrer ? Elle avait compris que c'était peut-être une bonne idée pour éventuellement mettre toutes les chances de son côté. Et elle avait compris l'idée que peut-être que son mental, ou en fait son esprit, à un moment donné, allait influer sur ce qu'elle était en train de vivre, bien évidemment. Donc ça, c'est souvent les gens qui veulent me rencontrer d'emblée, c'est des gens qui ont déjà réfléchi à ça, c'est vrai. Et donc ils se disent, il faut que j'aide mon mental. Mon mental, dans l'équation du soin, va être important. Voilà. Et il y en a qui s'en rendent compte au bout de 6 mois ou d'1 an, mais il y en a qui se sont dit direct, on n'est pas égaux devant ça. Et donc, on se voit au fil des semaines. Elle est toujours en mauve ? Alors, au fil des semaines, je vois que ses cheveux commencent à avoir des racines. Je le remarque, on n'en parle pas, on parle de plein d'autres choses, mais au fur et à mesure des semaines, elle commence à aller de moins en moins bien. Je crois qu'à l'époque, elle vient toutes les 3 semaines. Il tombait pas ? Non, elle gardait ses cheveux. Ouais, elle avait une chimio. Mais elle se les teintait plus. Et puis à un moment donné, elle s'habillait plus en mauve non plus. Et au fur et à mesure que le mauve quittait son existence, je la voyais sombrer dans la dépression.
Enfin, en tout cas, vu de l'extérieur, ça faisait penser à ça. Et plus de couleurs, quoi. Plus de couleurs, ouais, c'est ça. Plus de couleurs. Un peu du noir et blanc, ouais, effectivement. Bon, ça m'interpelle. Et puis un jour, on en parle. Et je lui dis, mais qu'avez-vous fait de votre look? Et je lui dis, mais parce que ça avait l'air d'être important pour vous. Et elle me dit, ah bah oui, mais bon, on m'a dit, lors de la consultation d'annonce, que je pouvais pas me teinter les cheveux parce que ça pouvait avoir des interactions avec la chimio. Et là, je me dis, ah tiens, je tique vraiment sur ce truc. Et je lui dis, elle ok. avait l'air triste de ça. Elle avait l'air de plus en plus triste. Ouais. Oui. En sortant, je vais voir les soignants et je leur dis, mais vous savez, madame machin, en fait, elle pense qu'elle peut plus teinter les cheveux. Et puis là, il y a toute une infirmière qui est assez spécialisée là-dedans, qui me dit, ah mais non, mais tu sais, il existe des produits naturels, voilà, naturels et tout. Et je lui dis, ah, mais je pense que ce serait important de lui dire. Et puis, la fois d'après, elle est revenue avec son grand sourire, tout en mauve. Et tu vois, des fois, quand je te dis qu'un psy, ça sert à rien, en fait, c'est pour rire que je dis ça. Mais tu vois, c'est pas compliqué, en fait, finalement. Ça tenait juste à ça. Et en fait, elle est arrivée après, et ça allait beaucoup mieux. Elle souriait, elle refaisait attention à son look, elle reprenait soin d'elle. Et c'est redevenu vertueux, tu vois. De l'avoir dit, quoi. C'est simplement d'avoir, mis le doigt sur quelque chose d'important. Mais c'est dans la relation, en fait. C'est ça. On a l'impression que ça n'a rien à voir avec la maladie, comme ça. Tu vois, quand on en parle, bon, bah, c'est vrai, on va se concentrer sur les chimios. Mais non, il y a quand même un être humain derrière tout ça, tu vois. Et il y a quand même un être humain qui vit, qui pense, Il y a un roman derrière chaque personne, en réalité. Donc, si elle s'habille en mauve comme ça, c'est parce que ça a une importance pour elle à l'égard de l'histoire de sa vie. Tu vois ce que je veux dire ? Remettre ça en exergue, d'une certaine façon, en tout cas, bien célébrer ça, enfin, tu vois, genre, y accorder de l'importance, c'est évidemment important pour elle. Et tu vois, on n'est pas dans une technique de psy, mais on est dans un truc de communication qui a été mal compris, une sorte de quiproquo, qui gâche tout, finalement, enfin, en tout cas, qui rajoute de la souffrance à la souffrance. Et je suis pas coiffeur, moi, tu vois. Mais quand même, le fait d'entourer ce problème-là, ça avait changé les choses. Et puis, dans la relation à vous deux, en fait, vraiment. Oui, voilà, c'est ça. C'est quand même très important aussi, en fait, dans le travail avec un psy. Hein. Tout se passe aussi au niveau de la relation, quand même. La confiance. En hypnose, on appelle ça l'alliance aussi. J'aime beaucoup ce mot. Ouais. C'est-à-dire que, effectivement, quel que soit le psy, ou même quand c'est des gens qui ne sont pas psy, c'est aussi d'ailleurs comme ça que ça se passe, c'est avant tout une histoire de rencontre. Voilà. C'est évident. Plus qu'une histoire de diplôme ou de choses comme ça. Alors, les diplômes, bon, ça sert, ok. Mais enfin, les histoires de vie, les expériences, ça sert, je trouve, bien encore davantage que les diplômes. C'est-à-dire que tu en sais quelque chose. C'est-à-dire quand tu vis des expériences comme celles que tu as vécues, forcément que tu sais de quoi tu parles. Forcément que tu es experte dans ton domaine. Tu vois, d'ailleurs, c'est aussi quelque chose sur lequel je mets l'accent. Parce que parfois, il m'arrive de travailler avec des patients experts, parce qu'on en avait déjà parlé. Et je considère que ce terme est vraiment bien choisi parce que les médecins sont des experts de la maladie en général. Ok. Mais je trouve que chaque patient est expert de sa propre maladie, celle que lui porte et ce qu'il ressent précisément au sujet de sa maladie, parce qu'il n'y a que lui qui sait. Il n'y a que lui. Et en fait, quand il témoigne de ça, alors moi je fais un peu justement l'intermédiaire parfois entre ce que lui ressent de sa maladie, ce que le patient ressent de sa maladie et la façon dont ça va être traduit au médecin. Voilà. Un peu comme le patient expert aussi, tu agis parfois. Et dans les équipes pluridisciplinaires, tu es là dans les réunions pluridisciplinaires avec les médecins et tout ça ? Oui, en fait, on est très. On discute beaucoup. Moi, j'aime beaucoup. De chaque patient, quoi. J'aime beaucoup Socrate aussi, d'ailleurs. Et Socrate, il n'a jamais rien écrit, tu sais. Mais par contre, il aimait beaucoup les conversations. Et en fait, j'ai tendance à m'insérer parfois dans les conversations. Jamais trop dans les réunions officielles, parce que je trouve qu'il s'y passe moins de choses que quand on prend une pause et qu'on boit un café, tu vois, il se passe plus de choses dans les salles de pause finalement que dans les salles de réunion, je trouve. Et on échange alors sur les patients. Oui, exactement, c'est ça. Parce que évidemment que la vie des patients impacte celle des soignants. Dans les services dans lesquels je travaille, évidemment, c'est prégnant, on s'en rend compte. Bon, Giacomo, je pense qu'on va clôturer le premier. Ça me fait tout bizarre, en fait, d'enregistrer comme ça 3 podcasts d'affilée, mais comme ça, voilà, chacun profite de chaque petite capsule séparément. Je pense qu'on a un peu couvert le sujet, à quoi sert un psy. Alors, est-ce que tu conseilles à tout le monde qui démarre ce parcours de soins ou même qui est déjà... Même après, dans l'après-cancer, l'après-cancer qui est quand même, il y a 65% des gens qui disent que l'après-cancer est plus compliqué que le cancer. Oui. Est-ce que tu conseilles à tout le monde d'avoir un
un ami payant. Je trouvais ça tellement charmant. Oui, c'est drôle. Mais parce que c'est un peu ça aussi, mais de rencontrer à un moment donné à quelqu'un. Enfin, pour moi, c'était une évidence parce que je trouve que c'est pas le rôle du mari, c'est pas le rôle des enfants. La maison n'est pas spécialement le lieu aussi pour déposer tout ça. Non, c'est Et vrai. je trouve que quand il y a un cadre à l'extérieur, en plus un cadre payant, donc la personne elle est vraiment là pour ça. Enfin, moi j'ai trouvé ça indispensable d'avoir un endroit où je pouvais aller déposer et pas que le cancer soit le sujet principal à table. Ouais. Donc voilà, est-ce que tu le conseilles à tout le monde ? Moi, ce que je conseille à chacun, c'est d'essayer de travailler à se rendre heureux. Voilà. Donc, comme disait Épictète, encore se rendre heureux est un devoir. C'est compliqué à comprendre au début. J'ai mis longtemps à comprendre cette phrase-là. Mais ça veut dire une chose très simple. Ça veut dire qu'on a tout à faire quand même, quoi qu'il nous arrive dans la vie, pour essayer de travailler et pas rajouter de la souffrance à la douleur, encore une fois. Et si on constate que ça commence à être le cas, qu'à un moment donné, puisque on passe dans le monde des lucides, on prend conscience que là, peut-être qu'on pourrait se dédouaner d'une partie de la souffrance. C'est-à-dire qu'il y a peut-être de la souffrance qu'on se rajoute nous-mêmes à ce qui nous arrive déjà, qui est déjà difficile. Okay. Dans ce cas-là, ouais, effectivement, le fait de rencontrer un psy, ça peut être intéressant. Mais parfois, c'est juste une consultation ou deux. Ça peut être. On va pas rentrer dans une psychanalyse qui dure 10 ans. Tu vois ce que je veux dire ? Parce qu'il faut rester dans quelque chose de pragmatique. Mais donc, tu dirais déposer déjà, être écouté. Être écouté, ça peut. Tu sais, c'est vrai, la famille, c'est bien qu'elle soit. Alors, c'est bien de communiquer avec la famille, mais il y a des choses qu'on peut pas forcément dire à la famille, effectivement, parce qu'on a tous envie de les protéger, c'est normal. Mais parfois, dans l'entourage, il y a une personne qui va se désigner comme ça, naturellement. Ça peut être un ami, ça peut être, je sais pas... Et je trouve que quand il y a un cadre, c'est pas le rôle d'un ami non plus. Hein. Moi, j'aime bien mettre à mal le cadre, parfois. J'aime bien, justement, jouer un peu avec le cadre. Parce que peut-être que c'est parce que je travaille moi-même dans un hôpital où j'ai pas de bureau. Si tu veux, moi, je vais voir les gens en chambre et donc j'emmène mon cadre avec moi d'une certaine façon. Et... ce que j'aime bien, c'est vraiment être un peu tout-terrain. Et puis, parfois, ça peut être n'importe... Ça m'est déjà arrivé de voir... tu sais, à l'hôpital, il y a quand même une crise du logement, quand même. Hein, c'est-à-dire qu'il y a des fois, on manque un peu de locaux, on manque un peu de choses comme ça. Et des fois, je vois les gens en chambre. Mais parfois, c'est des gens qui viennent en consultation externe. Dans l'ancien hôpital, ça va mieux aujourd'hui quand même, mais dans l'ancien hôpital, je les ai déjà vus presque. Il y a des gens qui venaient de l'extérieur que je voyais dans une sorte de KGB et on était sur 2 tabourets, par exemple, tu vois. Donc c'est avec des dossiers partout. Bon, heureusement que j'ai pas accordé trop d'importance au cadre à ce moment-là, sinon ça aurait tout gâché. Mais il peut se passer des choses merveilleuses dans un KGB, tu vois ce que je veux dire. Mais voilà, moi j'aime bien le cadre, le fait de non, ce que je veux dire, c'est que c'est tu vois, si c'est un ami, ça peut à un moment donné encombrer l'ami, tu vois, là, ça peut, mais il n'y a pas de règle. Alors si c'est nous qui allons le chercher comme ça et qu'on déverse tout, peut-être, mais si on sent que c'est un ami qui vient lui de lui-même et qui nous dit vas-y, parle-moi parce que je peux t'écouter, ça existe encore, hein, des amis non payants comme ça, et ça se prend, je trouve. Et puis ça veut pas dire que ça va être tout le temps. Mais une fois, c'est déjà bien. Comme je te disais tout à l'heure, des fois, tu vois un psy une fois. Oui, pour débloquer. Voilà, et c'est suffisant. Oui. Et c'est suffisant. Moi, il y a pas mal de gens que je ne vois qu'une fois ou 2. Alors, j'ai une autre question par rapport à ça, et on va clôturer comme ça, mais voilà, s'il y a un passé qui est très, très compliqué, le cancer vient... après beaucoup d'épreuves, d'épreuves peut-être familiales très compliquées et tout ça, là alors je sais pas, je pense à un abus, ou là tu vas commencer le travail et continuer éventuellement avec la personne ou alors envoyer la personne pour faire tout un travail à l'extérieur. Comme elle veut. Oui. C'est-à-dire qu'effectivement là, si à un moment donné, cette personne estime que c'est important pour elle de ramener ça de son histoire personnelle et qu'il faut qu'elle travaille dessus, on va y aller. Okay. Voilà. Et là, on va commencer à faire un peu plus de psychanalyse. Mais pas forcément, tu vois, je dis ça pour plaisanter. Mais c'est un travail plus long, quoi. Là, on va aller un peu plus, voilà. On va aller un petit peu plus explorer ce qu'il y a dans les dossiers, on va dire. Oui. Tu vois, voilà. Alors, la question piège. Ah non, d'abord, une chose. Comment, alors, on va le refaire dans chaque podcast. J'aimerais bien savoir comment tu travailles, comment on peut te trouver. Parce que là, tu étends un petit peu tes activités. Est-ce que tu peux nous expliquer ? Oui, écoute, pour l'instant, je travaille à l'hôpital, mais je commence à développer mon activité libérale. Alors, pour l'instant, en visio. J'ai un site internet qui s'appelle Le Psy qui parle. J'adore. Le Psy qui parle. C'est de circonstance. Hein, oui. Lepsychiparle.com.
Et là, ça centralise un petit peu. Pourquoi t'as appelé ça le psy qui parle? Parce que ça fait le psychanalyste qui parle pas, en fait. Exactement. C'est pour répondre un peu à ça. Et parce qu'en hypnose aussi, c'est amusant, mais tu sais, je parlais de Socrate, et la conversation hypnotique, c'est un truc d'hypnose aussi. C'est-à-dire qu'en fait, alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens que je rencontre qui me disent « Ah, mais j'ai déjà vu un psy une fois dans ma vie, mais il disait rien. Et vous, c'est plus détendu parce que, en fait, ça ressemble un peu à ce qu'on est en train de se dire là. Oui, tu vois ? C'est-à-dire que ça a la même forme, en fait. C'est une discussion et puis on rigole aussi, d'ailleurs. Une rencontre, exactement. Donc, le psy qui parle et puis des consultations en visio. En visio, ouais, c'est ça. Voilà. Qui, en fait, j'ai interviewé une paléatothérapeute il y a 2 semaines. Et elle expliquait les bienfaits en fait des consultations en visio, parce que les gens sont confortablement chez eux. Et puis je sais pas, moi je trouve avec le Covid, cette visio, finalement, on est très proche de la personne, parce qu'on est à 1 mètre finalement en visio. Donc je trouve que c'est assez, ça fonctionne quoi. Ça fonctionne bien. Très bien. Ouais. Il y a parfois un peu de réticence la première fois où les gens se disent mais peut-être ça va être bizarre. Je te vois briser la glace en 3 secondes et demie, toi. Il n'y a pas de problème. Non, mais ça va. Effectivement, ça se passe bien très vite. Et en fait, c'est très vite adopté. Parce que, en effet, ce qui compte, c'est ça qui est génial avec l'esprit, c'est qu'en fait, il peut se téléporter partout, en fait. Ouais. C'est-à-dire que quelque chose de matériel. Alors, il nous faut quand même un ordinateur pour faire la visio, ou un téléphone, ou quelque chose comme ça. Mais enfin, une fois que tu as l'image de la personne devant toi, les expressions, et puis la voix, tu as tout, quoi, en fait. Voilà. Bon, c'est génial. Ouais. Merci, Giacomo. Merci à toi, Delphine. Est-ce que tu as envie de clôturer d'une certaine manière ? Petite phrase de clôture. C'est toujours la question piège. Ouais. Les gens disent, t'aurais dû me dire avant. Ah oui. Une phrase de clôture. J'aimerais bien revenir sur cette histoire de Blaise Pascal. L'espoir est un pari qu'on ne perd jamais. J'aime tellement cette phrase qui me guide moi-même depuis longtemps. Tu sais, pour éviter de sombrer dans le désespoir. C'est toute la différence entre vivre le désespoir. Ça nous arrive à tous, bien évidemment. Il y a des moments où on est désespéré, démuni, dépouillé. Enfin, il y a tout un tas de termes. Mais, quelque part, il reste toujours une petite lumière. Ouais. Voilà. Cette petite lumière-là, j'aimerais bien qu'on s'y accroche. Elle est toute petite aujourd'hui, mais peut-être qu'elle va grandir. Mais je pense que s'il n'y en a plus, on ne se bat plus. Exactement. En fait, ça n'a pas de sens de vivre sans cette petite lumière. Je pense que tu vas nous en reparler, en fait, de l'espoir. J'aimerais bien vraiment au niveau neurosciences. Et puis, c'est vrai que moi, j'avais constaté que... je le raconterai dans l'épisode, dans l'autre épisode sur l'espoir. Bon, mais merci, Giacomo. Merci à toi, Delphine. Je vous remercie de tout cœur de nous avoir écoutés. N'oubliez pas de vous abonner si vous désirez recevoir les notifications des prochains épisodes. Et puis si vous avez apprécié cet épisode, ça me ferait vraiment très plaisir que vous me laissiez une bonne note, 5 étoiles, comme à l'école, et peut-être même un commentaire ou un partage sur les réseaux sociaux, parce que c'est grâce à vos commentaires, à vos étoiles, vos partages, que le podcast pourra aider plus de monde encore. Et c'est tout ce que je souhaite. Donner ou redonner espoir, ce serait les coups tous ensemble, partager nos joies, nos peines et célébrer toutes nos petites victoires. Si vous aussi vous désirez partager votre histoire, n'hésitez pas à m'envoyer une petite vidéo témoignage de 5 à 10 minutes avec les thématiques que vous souhaitez aborder. Tout est expliqué sur le site internet cancerjegère.blog. Et puis, dernière petite chose, Naître Princesse Devenir Guerrière a lancé sa nouvelle page sur Buy Me a Coffee, une plateforme de soutien pour aider les créateurs de contenu, les podcasteurs, les artistes, les magiciens, les clowns et j'en passe à vivre de leur passion. Comme vous pouvez l'imaginer, le podcast représente un énorme investissement en termes de temps, de travail et de moyens. Un effort qui m'est évidemment rendu au centuple grâce à tous vos mots doux, vos écoutes, vos commentaires, vos encouragements et j'en passe. Et pour tout cela, merci du fond du cœur. Mon intention aujourd'hui est de pouvoir rendre le podcast pérenne et qu'il puisse s'autofinancer. Alors recevoir le soutien de mes auditeurs serait le plus beau des cadeaux. Un petit montant, 1 euro, 2 euros, 5 euros, peut faire une énorme différence. Si vous désirez me soutenir, toutes les infos sont dans la description de tous les podcasts et sur mon site internet. Et je tiens vraiment à dire que la gratuité de mon podcast est et restera ma grande priorité quoi qu'il arrive. Je veux qu'il puisse aider le plus grand nombre, peu importe les moyens. Je vous embrasse tous très fort, prenez bien soin de vous et je me réjouis de vous retrouver la semaine prochaine.